Eh bien, bonjour à tous. Donc, bienvenue dans ce webinaire sur la sécurité. On voulait présenter quelques outils que chez Axon on propose pour se protéger efficacement contre les attaques informatiques, contre l'intrusion, contre les ransomware. Et vous donner quelques méthodes qui sont assez simples de mise en œuvre et qui permettent de se protéger efficacement contre les attaques, les virus, tout type de programmes malveillants. Donc l'objectif, c'est 3 méthodes pour vous protéger, pour protéger votre réseau. On va commencer par une introduction sur qui sont les attaquants, comment ils attaquent, et avec quelques chiffres aussi et des dernières attaques qui se sont produites pour bien poser le contexte et puis qu'on comprenne bien de quoi on se protège et pourquoi, enfin de qui et de quoi on se protège et comment on va se protéger. Ensuite, on va faire toute une passe sur les emails, qui est la porte d'entrée principale des attaques en ce moment, des dernières attaques qu'on a vues. Et donc, on va faire un focus sur protéger ces emails et avec un outil qui nous permettra de nous protéger contre l'envoi de programmes par email ou l'envoi de faux mails. On va aussi faire une partie sur la sensibilisation utilisateur, donc comment éduquer ces utilisateurs, comment leur donner les moyens de découvrir un mail qui serait potentiellement dangereux. Et comment le signaler et comment ne pas rentrer dans les pièges finalement des attaquants. Et la dernière partie, ce sera protéger son réseau d'entreprise selon 2 axes. Quand les utilisateurs sont au bureau, donc avec des outils qui seraient liés à votre firewall, et comment se protéger contre le vol d'identifiants et de mots de passe avec de l'authentification multifacteur pour les gens qui seraient externes à votre organisation, les nomades ou les personnes qui font du télétravail. Donc les attaques informatiques, qui, comment et pourquoi. C'est intéressant déjà d'observer le profil des attaquants. Donc on voit que les profils sont assez variés et que la répartition est quand même assez égale sur les groupes de profils. On va d'abord parler sur 30% des attaquants de groupes organisés et outillés. On entend parfois des groupes qui seraient organisés, des groupes mafieux, du piratage étatique. Donc ça représente 30% des attaques. Ce sont des gens qui sont organisés, outillés et c'est des vraies organisations et qui vont pour faire des attaques et essayer de récupérer des données et essayer d'en tirer de l'argent. On a des groupes non organisés. Les groupes non organisés seraient plutôt des attaquants seuls finalement, mais qui se retrouvent pour un même but sur une attaque pour récupérer encore une fois des données et de l'argent en proférant des attaques. On a à 24%, on a les cybercriminels seuls. Donc ça, ce sont des personnes qui achètent parfois des méthodes, des techniques sur Internet pour rentrer sur les réseaux et pour récupérer des données, pour chiffrer des données et récupérer de l'argent. Donc ça représente 24% des attaquants. 22% seraient des scriptidies. Les scriptidies, c'est souvent des étudiants en informatique qui, de par leurs études, ont découvert des techniques et les détournent pour réussir à eux aussi propager des ransomware et récupérer de l'argent. Et enfin, les derniers 4% seraient du piratage interne. Alors, le piratage interne, c'est quoi? Ce serait un collaborateur, ex-collaborateur, quelqu'un qui connaît votre organisation et qui voudrait vous nuire. Et donc, il y a aussi des attaques de ce type-là. Ce sont les plus faibles, mais il faut savoir que ça existe. Alors ensuite, on va parler de la motivation. Qu'est-ce qui motive les gens? La principale motivation, on ne va pas se mentir, c'est l'argent. Que ce soit de dollar, l'euro ou le bitcoin. La principale motivation des attaquants, c'est de gagner de l'argent. On va voir qu'il y en a d'autres. L'appât du gain, on est d'accord, reste le principal avec 45%. Et on a aussi le vol de données, sachant à 30%, sachant que l'un peut fonctionner avec l'autre, puisque dès lors qu'ils vendent des données, c'est aussi pour les revendre. Donc, l'un va avec l'autre. On a 18% des attaques qui restent indéterminées, dont on ne connaît pas vraiment le but finalement de l'attaque. 5% sont du déni de service. Alors, le déni de service, c'est quoi? Ce serait c'est le souhait de faire tomber un service, un site internet, une plateforme, en envoyant un nombre de requêtes jusqu'à ce que celle-ci tombe. En gros, on surcharge de trafic la plateforme et celle-ci tombe. On l'a beaucoup vu pour des hackers qui protesteraient contre la liberté d'expression et qui
décidé de faire du déni de service sur certains sites de presse, sur certains sites étatiques, pour protester contre de la censure par exemple de la censure, oui, on a vu ça plusieurs fois. Enfin, les deux derniers pourcents seraient des attaques par rebond, le fait d'attaquer et de rentrer sur un réseau, faire une intrusion sur un réseau pour s'en servir pour proférer une autre attaque. Ça, c'est aussi des choses qui existent et ce sont les 2 derniers pourcents des motivations des attaquants. Alors tout ça, quand on parle d'argent, ça a forcément un impact financier. Et en fait, c'est bien de le remettre dans le cadre parce que c'est des chiffres qui sont vraiment, vraiment parlants. Il y a un chercheur en criminologie qui a fait en fait une étude sur ça et on s'aperçoit que le gain pour les hackers, c'est 1500 milliards de dollars par an. Et bon, comme dit comme ça, c'est pas très représentatif, mais en fait, si on compare à d'autres trafics et d'autres activités illégales, c'est 1,5 fois le revenu de la contrefaçon ou 2,8 fois le revenu du trafic de drogue. Donc là, tout de suite, ça pose un vrai... Enfin, c'est des marqueurs qui sont très parlants et donc, c'est un chercheur en criminologie qui a fait cette étude. Et en fait, on voit que ça représente une vraie somme. Et malgré que ce soit illégal, l'attaque informatique, le vol de données, le chiffrement de données, ça reste un business qui est assez lucratif et pour lequel, finalement, les attaquants sont très, 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 très peu inquiétés. Donc c'est pour ça qu'on a vraiment une augmentation du nombre d'attaques, surtout depuis la crise du Covid et le télétravail et tout ça, parce que c'est vraiment quelque chose qui est lucratif et on voit aussi que c'est quelque chose qui est coûteux pour la collectivité. 5200 milliards de dollars par an de coûts pour les collectivités. Donc le coût, ça va être de remettre en place les sauvegardes et de faire intervenir les prestataires pour rétablir les services parce que des services sont tombés. Ça va être tout le coût lié à la sécurité et tout ça. Donc c'est vraiment quelque chose qui coûte de l'argent, mais qui est aussi très lucratif pour les attaquants. Donc c'est pas quelque chose qui va s'arrêter d'aussitôt. Maintenant, on va s'intéresser à comment ces attaquants rentrent sur les systèmes informatiques, soit par du phishing. Donc ça, le phishing, on va l'expliquer après, c'est le fait d'envoyer un mail frauduleux qui ne paraît pas être un mail frauduleux et pour lequel on va réussir à rentrer sur un système ou à récupérer des identifiants et mots de passe. Le vol d'identifiant mot de passe en tant que tel, le fait de se faire piquer son identifiant, son mot de passe, soit dans une base d'un site qui serait fait attaquer, soit parce qu'on a manqué de vigilance. L'exploitation des failles système, donc ce seraient des failles qui seraient exploitées par les attaquants pour introduire des systèmes et puis répandre des malwares. Et enfin, l'exploitation du manque de vigilance des utilisateurs. L'utilisateur reste le maillon le plus faible de la chaîne. Nous sommes le maillon le plus faible de la chaîne de sécurité. Ça, c'est évident. Et donc, il y a des attaquants qui se sont spécialisés dans le fait d'exploiter ce manque de vigilance utilisateur. On entend souvent parler d'arnaque au président avec des gens qui appellent en disant je vous envoie un mail hyper important, il faut y répondre, il faut se connecter sur une plateforme. C'est des attaques qui sont assez ciblées et pour lesquelles on exploite vraiment le manque de vigilance d'un utilisateur. Le phishing étant aussi un manque de vigilance de l'utilisateur, puisqu'on va recevoir un mail qu'on ne s'attendait pas à recevoir, et puis on va cliquer dessus, on va rentrer un identifiant, un mot de passe, et là on va se faire prendre sa messagerie, puis après il va y avoir tout un tas derrière d'actions qui vont permettre de récolter de la donnée, ou même parfois de rentrer dans le système pour chiffrer les données. Donc c'est pour ça qu'il va être important aussi de sensibiliser les utilisateurs à reconnaître un faux mail et à avoir des bonnes pratiques pour ne pas se faire avoir et se faire piéger lors d'attaques. Alors, on a des exemples récents sur les 3 derniers mois et on peut voir sur ces exemples que en fait, les attaques informatiques, ça concerne tout type d'organisation. On voit qu'on a des hôpitaux avec des hôpitaux, des collectivités, des cliniques. On va avoir des grosses entreprises comme Cdiscount. On va avoir d'autres entreprises. On a aussi Storm Shield, qui est un constructeur de solutions de sécurité. On a des mairies, on a vraiment tout type. Et les PME ne sont pas en reste, même si elles ne sont pas connues, donc elles ne sont pas dans les slides, mais les PME ne sont pas en reste, car aujourd'hui, en France, les PME n'investissent pas forcément, ne mettent pas forcément les moyens ou n'ont pas les moyens d'investir dans la sécurité. Et les attaquants l'ont bien compris. Et du coup, les PME sont des cibles faciles puisqu'elles seraient
plus tenter de payer, puisque finalement, elles n'ont pas les outils pour, et que dès lors qu'elles sont prises au piège, elles pourraient parfois payer la rançon pour rétablir les données. Donc, les PME restent aussi des cibles très, très privilégiées des hackers, puisqu'ils estiment que ce sont des structures qui seraient moins bien outillées que certaines grosses entreprises. Alors, une intrusion type, à quoi ça ressemble? Donc, il va y avoir l'intrusion initiale, la porte d'entrée, souvent le mail, très souvent le mail. Ensuite, le hacker va s'orienter, donc soit il récupère la boîte mail pour récupérer du contenu dessus, des logins, mots de passe, il va faire des mots de passe oubliés sur certains types de comptes pour parfois avoir accès à des données qui lui permettraient soit d'avoir un levier et un moyen d'avoir une rançon, soit de récupérer des accès à des comptes qui eux-mêmes généreraient de l'argent. On va avoir ensuite l'élévation des privilèges, le fait de récupérer un compte qui serait peut-être administrateur du domaine, qui serait administrateur des boîtes mail, qui serait administrateur d'une solution, d'un logiciel. Parfois, on a de la prise de contrôle AD, pour lequel, finalement, c'est un peu un des serveurs centrales de l'entreprise. Donc, le fait de prendre le contrôle de l'AD puis d'en faire ce qu'on veut, ben, ça paralyserait l'entreprise. Donc, ce serait encore un moyen de faire pression pour récupérer de l'argent. On a parfois aussi de l'exfiltration de données ou du vol de données. On va récupérer des données pour les revendre sur Internet parce que la donnée aujourd'hui a une valeur et on peut revendre des données sur Internet. La destruction des sauvegardes, ce n'était pas le cas avant, mais maintenant, les hackers ont bien compris que les entreprises investissaient dans la sauvegarde et que donc, si on détruisait les sauvegardes, on avait un moyen de pression supplémentaire pour avoir la rançon. Alors, sur la sauvegarde, je vais faire un aparté très rapide. La réponse à tout ça, la sauvegarde, c'est votre assurance. Et la réponse à tout ça, c'est d'externaliser vos sauvegardes. Donc, la best practice de la sauvegarde, je vous la rappelle, parce qu'on la rappelle très souvent chez nos clients, c'est 3 versions différentes, une de production, 2 de sauvegarde. Sur ces 2 supports de sauvegarde, il y en a un qui doit être externalisé. Donc, c'est la règle qu'on appelle de 3-2-1. 3 versions différentes sur 2 supports différents, dont un qui est externalisé. Si vous avez ça, vous êtes assuré contre les attaques informatiques, même s'il faut prévenir, puisque vous allez avoir des interruptions qui vont engendrer des pertes d'argent, et puis le fait que votre entreprise soit à l'arrêt. C'est quand même important d'avoir des sauvegardes, parce que si ça arrive, c'est l'assurance pour vous de tout restaurer et de faire repartir votre entreprise. Une fois qu'ils ont détruit les sauvegardes, ils vont passer au chiffrement des données, puisque là, après, ils chiffrent les données avec une clé de chiffrement qu'ils auraient téléchargée depuis Internet. Et ensuite, ils vont gentiment vous envoyer un email ou sur les fichiers sur lesquels vous allez cliquer, ça va vous demander une rançon. Et là, il faudra acheter des bitcoins pour les payer. Donc maintenant que je vous ai bien fait peur et qu'on a parlé un petit peu des différents types d'attaques informatiques, des différents profils et pourquoi ils font ça, on va vous donner 3 techniques, 3 process pour essayer de réagir de manière proactive et d'éviter ce genre d'attaque. Alors, la première étape, ça va être de protéger ses emails. Aujourd'hui, on pousse tout le monde sur Office 365. Aujourd'hui, les entreprises vont sur Office 365. Et donc, Microsoft a mis en place une option qui s'appelle Microsoft Office 365 Advanced Threat Protection, qui maintenant va s'appeler Microsoft Defender for Office 365. C'est exactement la même chose. C'est une option qu'on va ajouter sur les boîtes aux lettres et qui permet de faire une analyse antivirale des pièces jointes et aussi des liens pour dire si oui ou non un lien serait de confiance. Comment ça marche en détail? Tous les liens que vous recevez par mail sont remplacés par un lien Office 365. Quand vous allez survoler votre mail, vous allez voir le lien d'origine, mais sinon, le lien, tous vos liens que vous recevrez par mail vous redirigeront sur Office 365. Office 365 va valider ou non le lien, puis après, vous allez avoir accès au site. Alors, ça a quand même un impact sur la réception de vos mails. Soit vous recevez vos mails sans pièce jointe le temps d'une analyse, et ensuite vous recevez la pièce jointe quelques minutes plus tard, soit vous différez la réception de vos mails, on parle de 2 à 3 minutes, où en fait vous allez envoyer un mail, il arrivera que 2 ou 3 minutes après, donc ça vous allez vous en apercevoir par exemple sur les scan to mail, où l'envoi on sent bien qu'il est différé. Et donc vous recevrez vos mails après avec votre pièce jointe et vos liens après qu'ils aient été analysés. Alors un exemple de mail qu'on a reçu, c'est ça, donc vers un collaborateur Axon, qui demandait en fait de réinitialiser son mot de passe. Et voilà la fenêtre de blocage. Donc je vais vous faire une petite démonstration de ça. J'ai récupéré le mail qui ressemble au mail de phishing qu'on avait reçu.
et je vais aussi vous montrer comment ça fonctionne avec les liens. Donc là, vous voyez, on a 2 liens Office 365 que je me suis envoyé depuis mon adresse mail de test. Et en fait, si on va survoler ces liens, on voit que le premier est un lien vers l'équipe.fr et le second est un lien vers notre plateforme d'échange de partage de gros fichiers qui s'appelle monextra.net. Et en fait, si je clique sur le lien, comme je le fais là, celui-ci va s'ouvrir, il va mettre un petit peu de temps, mais il va s'ouvrir. Et en fait, on est redirigé vers Microsoft, puis vers le bon site, parce que c'est un lien de confiance. Maintenant, si je prends le fameux mail qu'on a reçu, que notre collaborateur Julien a reçu, on voit déjà que quand même, ça sent pas le mail de confiance. Et quand je vais cliquer dessus, en fait, tac, il va m'envoyer vers l'URL de Microsoft qui me dit « Attention, ce n'est pas un lien qui paraît être un lien sûr. » Et donc, il est bloqué. Et il n'y a que votre administrateur Office 365 qui pourra autoriser le lien en le mettant en liste blanche si jamais c'est une application à vous qui ne serait pas connue. Et là, en fait, on voit que ça renvoie bien vers un lien qui paraît être mauvais. Donc ça vous protégera des emails de phishing qui vont arriver sur votre messagerie professionnelle. Malheureusement, on regarde tous aussi nos messageries personnelles sur nos portables professionnels, sur nos PC professionnels. Et donc, il va falloir aussi apprendre aux utilisateurs comment reconnaître ce type de mail pour ne pas se faire piéger. Parce que dès lors qu'on regarde aussi nos mails perso sur notre ordinateur professionnel, on prend des risques pour l'entreprise, puisque si on se laisse piégé par un ransomware et qui chiffre notre disque dur puis qui va attaquer le réseau, on va mettre en péril les données de notre entreprise. Donc pour ça, on a une réponse. On fait des campagnes anti-phishing. Je vais refaire une petite passe sur le phishing rapidement pour qu'on puisse poser un cadre et puis pour qu'on puisse comprendre pourquoi la campagne anti-phishing va être intéressante. Le phishing, c'est un mail ou un SMS, parce qu'on en a aussi par des SMS, qui a 3 buts. Soit de vous faire cliquer sur un lien, soit de vous faire cliquer sur un lien et de vous faire entrer vos logins et mots de passe pour les récupérer, soit de forcer l'utilisateur à télécharger une pièce jointe qui contiendrait potentiellement du code et un malware. Vous allez être redirigé vers des pages et vous allez recevoir des mails qui ressemblent vachement quand même à des mails qui sont légitimes. Vous allez avoir, pour du pro, vous allez avoir de l'Office 365, du Dropbox. On a beaucoup Office 365 Dropbox, on va avoir du G Suite, enfin, une multitude de mails qui ressembleraient à des mails de réinitialisation de mots de passe, mais qui n'en sont pas. Pour le perso, on a beaucoup des impôts qui vous demanderaient votre carte bancaire, alors que les impôts, ils ont votre RIB et qui voudraient vous rembourser de l'argent, si tant est que ça puisse arriver. On a aussi maintenant des mails qui ressembleraient à des grandes surfaces. Moi, j'ai reçu Carrefour en me disant, ben voilà, on vous a trop prélevé. Je vous invite à rentrer votre carte bancaire pour vous faire rembourser ce qu'on vous a trop prélevé. C'est rare que Carrefour nous prenne plus d'argent que ce qu'il ne devrait. On a aussi beaucoup Amélie et l'assurance maladie qui, pareil, pour des remboursements, vous demandent de rentrer les identifiants bancaires. Ça, c'est plutôt des choses qu'on recevrait dans le perso. Dans le pro, ça va être beaucoup de réinitialisation de mots de passe ou beaucoup de fichiers où on dit, bah, tiens, regarde ce fichier que je t'envoie. Donc la campagne anti-phishing, ça va permettre d'abord de former et d'informer les utilisateurs à travers de vidéos. Donc on va envoyer des vidéos de formation pour dire aux utilisateurs, voilà comment on reconnaît un mail qui serait du phishing ou pas. On va reconnaître le nom de domaine de l'adresse mail, on va survoler le lien pour voir si le lien est vraiment légitime ou si ce ne serait pas un lien qui renverrait, comme sur le mail que je vous ai monté précédemment, vers des sites qui ne seraient pas connus et qui sembleraient être des sites malveillants. C'est vraiment de sensibiliser les utilisateurs pour dire aussi, si vous en recevez sur le perso, attention parce qu'il faut vérifier tout un tas de choses. Aussi, c'est de se dire, si on reçoit un mail d'un interlocuteur, souvent qu'on n'a pas souvent, avec qui on n'échange pas souvent, mais pour qui on est dans le carnet d'adresse, donc on va être aussi cible de son attaque, peut-être l'appeler avant pour dire, bon, bah voilà, j'ai reçu un mail de toi qui me semble un peu bizarre, est-ce que tu ne te serais pas fait pirater ta boîte mail? Ensuite, on va tester les utilisateurs au moyen de mails de phishing qui seraient des faux mails de phishing finalement. Donc ça ressemblerait à un mail Office 365 pour réinitialiser son mot de passe. Et on va voir qui va cliquer sur le lien, qui va télécharger la pièce jointe ou qui va rentrer son identifiant et mot de passe. Et ensuite, on va analyser et corriger et remettre des vidéos de formation à disposition des utilisateurs qui se seraient fait piéger.
Donc, on peut savoir quel utilisateur s'est arrêté à quel endroit du processus. Et c'est toujours bien aussi à l'oral et en face à face de redire à l'utilisateur, attention, tu t'es fait piéger, il faut faire attention, on ne rentre pas ces logins et mots de passe comme ça a un impact pour l'entreprise parce que derrière, ils peuvent rentrer sur notre système et ils pourraient propager des malwares, des ransomware et derrière mettre à l'arrêt l'entreprise pour X journées. Donc c'est vraiment dans ce but-là et que les utilisateurs soient sensibilisés et puissent détecter des mails de phishing. Les formations utilisateurs, donc c'est des catalogues de formation vidéo. On a aussi des emails de sensibilisation qu'on peut envoyer et des quiz en ligne qui permettent aux utilisateurs d'un petit peu finalement s'exercer et puis détecter les anomalies sur des mails. On peut mettre en place aussi un bouton de signalement pour signaler un email de phishing. Donc nous, chez Axon, on a une boîte et dès qu'on reçoit un email qui semble être du phishing, on l'envoie à l'adresse phishing. La personne qui a accès à cette adresse et qui est un petit peu experte dedans regarde et puis dit OK, c'est du phishing. Donc on prévient l'entreprise en disant attention, un certain nombre de personnes ont reçu ce mail-là. Attention, il ne faut pas cliquer. Si vous avez cliqué, dites-le nous qu'on puisse effectuer les actions qu'il faut derrière. Vous allez avoir accès à une plateforme avec on va pouvoir voir en fait tout le processus et quel utilisateur s'est fait piéger, à quel endroit. Et c'est bien aussi d'aller refaire une page de formation, d'information pour dire attention, tu t'es fait piéger. Il faut vraiment pas parce que ça met vraiment, encore une fois, l'entreprise en danger. Alors dit comme ça paraît parfois difficile à imaginer, mais c'est vraiment le cas. Aujourd'hui, les utilisateurs sont pour la plupart tous nomades avec l'expansion du télétravail. Ils sont isolés et c'est bien de leur refaire des passes de formation pour dire vous êtes isolés, vous avez accès aux données de l'entreprise de partout, mais attention, il y a des comportements à avoir pour ne pas mettre en péril l'activité de l'entreprise et son fonctionnement finalement. Donc en démonstration, qu'est-ce que ça donne les campagnes anti-phishing? Donc c'est un produit que propose Sophos. Donc Sophos, c'est un constructeur éditeur de solutions logicielles et pour lequel en fait on va faire des campagnes. Donc je vais vous montrer comment faire une nouvelle campagne et puis après je vais vous montrer à quoi ressemblent les mails qu'on reçoit. Donc votre campagne qu'on va appeler test, on a les trois buts dont je vous parlais tout à l'heure qui sont le phishing, inciter quelqu'un à cliquer sur un lien, la collecte d'informations ou les pièges ou le fait de cliquer sur une pièce jointe. Je rappelle, c'est toujours important de le rappeler, les logins et mots de passe renseignés par les utilisateurs ne seront pas conservés. Voilà, c'est toujours important de le rappeler. Donc moi, pour la campagne que j'ai lancée pour ce webinaire, j'ai choisi de collecter des informations d'identification. Voilà. On va passer au choix de l'attaque. Vous avez un certain nombre, et un grand nombre même, je dirais, de mails qui sont tout prêts en fait. Vous avez du LinkedIn, du Facebook, de l'Apple, du FedEx, de l'Office 365, bien sûr, c'est ce que j'ai choisi moi pour notre attaque, du Google Doc. Vous avez vraiment du Dropbox, un nombre de mails qui sont déjà prêts, que vous pouvez un petit peu adapter et personnaliser à votre goût, ou du moins quelque chose qui ressemblerait et qui aurait un lien avec votre entreprise. Et donc ensuite, vous allez choisir, on va par exemple choisir PayPal. Vous pouvez le visualiser. Hop, je choisis cette attaque. Vous allez choisir la vidéo qui va correspondre à ça. Donc moi, j'ai choisi la vidéo de collecte d'informations et de mots de passe. Donc ça, c'est les formations auxquelles vos utilisateurs vont avoir accès s'ils se font piéger. C'est de lier en fait finalement une formation qui serait en lien avec le thème que vous avez choisi. Et là, pareil, pour les catalogues de formation, on a accès à un grand nombre de catalogues de formation. Voilà. Donc, vous allez pouvoir un petit peu personnaliser votre email. Ça, c'est ce que recevront les utilisateurs. Vous allez pouvoir choisir le domaine depuis lequel vous voulez envoyer et l'adresse avant, depuis lequel vous allez envoyer la campagne anti-phishing. Je dis ça à ceux qui sont administrateurs de leur réseau et qui ne sont pas managés chez nous finalement, pour qui on ne va pas s'occuper de ça. Il va falloir bien mettre en exception de tous vos services de sécurité les domaines, parce que sinon forcément on va mettre du Microsoft Defender for Office 365 et on envoie une campagne anti-phishing, bon bah la personne clique, comme Microsoft Defender fait bien son boulot,
ça va bloquer finalement l'attaque. Et donc, votre test, finalement, il n'ira pas jusqu'au bout. Donc, c'est important aussi de le rappeler. On va choisir à qui on l'envoie. Donc là, je vais l'envoyer à notre cobaye privilégié qui est moi-même. Voilà. Et donc là, après, on va pouvoir la programmer. Donc, vous allez pouvoir la programmer sur un laps de temps et les utilisateurs, soit vont recevoir tous le mail en même temps, soit vous allez pouvoir faire un envoi petit à petit. Vous allez aussi pouvoir vous envoyer un mail de test pour tester la campagne et voir à quoi ça ressemble. Et voilà, vous allez pouvoir la programmer et l'arrêter, puis après, en regarder les résultats. Concrètement, à quoi ça ressemble? Je vais vous montrer le mail que reçoivent les utilisateurs. Tac. Donc moi, j'ai fait une campagne pour Office 365. Voilà, on retombe sur notre plateforme de test avec notre joli mail et notre joli lien corrompu. Les utilisateurs ont reçu ça. Donc moi, je l'ai envoyé à 3 personnes d'Axon avec un mail qui dit qu'en gros, suite à un contrôle automatisé, il faut réinitialiser son login mot de passe. Donc, OK, je suis un utilisateur lambda, je me fais piéger. Je clique sur le lien. Hop, voilà. Ça ressemble quand même vachement à une page de login Microsoft. Donc là, je vais rentrer hop, mon adresse parce que je me fais bien piéger. Voilà, hop, .com. Un mot de passe qui ne serait pas le mien, bien sûr. Et je rappelle encore une fois, pour s'il y en a qui nous ont rejoint entre-temps, les mots de passe et login et mots de passe ne seront pas stockés par Sophos. Et je me connecte. Et donc là, j'ai un message de Sophos qui dit ce n'était pas une attaque réelle, mais ça aurait pu l'être. Et ensuite, vous avez tout de suite accès à la campagne de formation. Et ensuite, l'utilisateur va recevoir un email avec des formations parce qu'il s'est fait piéger. Donc voilà. Et si je reprends le mail, pardon, parce que j'ai passé un petit peu vite, on peut voir que le lien, hop, là, on a moyen encore de s'apercevoir qu'on a cliqué sur le lien, on n'a pas rentré le login et mot de passe, mais que ça, c'est pas un domaine Microsoft. Donc ça, les utilisateurs l'auront compris dans les formations. C'est toujours bien de le rappeler aussi. Mais ça ressemble pas à un domaine Microsoft. Et donc là, on peut avoir quand même des indices entre l'adresse mail et le domaine sur lequel on se connecte qui dit que c'est un mail de phishing. Alors, on va en observer les résultats finalement de cette campagne pour voir un petit peu, vous, de votre côté, ce que ça donnerait et comment vous pouvez voir les utilisateurs qui se seraient fait piéger. Donc, dans les résultats, je peux voir que le compte démo Axon Group a ouvert le lien, a ouvert l'email, a cliqué sur le lien. Et bon, on n'a pas encore eu l'actualisation, mais ça ne saurait tarder que j'ai renseigné, bien sûr, mes codes d'accès. Donc là, vous allez pouvoir voir qui a cliqué, qui s'est fait piéger, à quelle étape il s'est arrêté. Et aussi sur ça, vous allez pouvoir avoir des rapports, générer des rapports sur ça, sur le détail finalement de qui s'est fait piéger. Donc, si j'en reviens, hop, à ma présentation, ça pourrait comme ça paraître un gadget, mais comme je le dis, vous fournissez parfois des téléphones, des PC portables à tous les collaborateurs. Ils synchronisent aussi des données qui sont personnelles, des comptes mail, ils reçoivent des SMS perso. Donc finalement, le fait de les éduquer, c'est aussi protéger l'ensemble de votre système, puisque peut-être qu'ils recevront un mail sur leur messagerie perso, ils ne se feront pas piéger par du phishing et du coup, ils ne mettront pas à mal les données de l'entreprise. Donc ça, c'est les 2 premiers outils finalement qui permettent de protéger la porte d'entrée qui serait les mails finalement. Et on va voir maintenant comment protéger son réseau informatique, que ce soit en interne et ensuite pour les télétravailleurs. Donc en interne, aujourd'hui, vous êtes tous équipés de ce qu'on appelle un firewall. Alors le firewall, finalement, c'est un petit peu un abus de langage, puisqu'on parlerait plutôt du TM, Unified Threat Management, donc gestion unifiée des menaces. Gestion unifiée des menaces, qui comporte des services de base que seraient le firewall, les VPN ou la gestion multilien Internet, des antivirus, des anti-spam, du filtrage URL, de l'application control ou de la prévention d'intrusion. Aujourd'hui, vous avez tout ça sur le firewall, que vous soyez sur WatchGuard ou non. Nous, chez Axon, on utilise WatchGuard. Mais pour ceux qui sont sur SonyCall, qui seraient sur Storm Shield, vous avez aussi ce genre de service de sécurité, bien que WatchGuard a quand même une valeur ajoutée sur les autres, quand je vais vous expliquer après.
Et donc, vous avez tous ces services-là et qu'il est bien activé parce que c'est déjà une première protection finalement. Mais ça va vous protéger que quand vous êtes à l'intérieur de votre entreprise. À ça, WatchGuard inclut des services de sécurité qui sont complémentaires et qui sont avancés et qui ont un vrai intérêt, une vraie valeur ajoutée sur la partie sécurité, notamment sur la partie protection contre les ransomware. On peut voir que finalement, chaque service est relié à une entreprise. C'est aussi ce qui fait la force de WatchGuard, c'est-à-dire que WatchGuard crée des partenariats avec des entreprises spécialisées, par exemple pour les antivirus, pour le filtrage URL, pour la prévention d'intrusion. Ou alors WatchGuard fait de la croissance externe et rachète des entreprises spécialisées dans leur domaine et l'intègre au produit WatchGuard. Donc ça va être le cas pour TDR, pour la gestion de l'authentification multifacteur que je vais vous montrer après. Ou alors pour les partenariats, on voit que par exemple l'application control, c'est un partenariat avec Trend Micro qui finalement est aussi un fournisseur de services de sécurité. On a deux types de suites chez WatchGuard qui sont la Total Security Suite ou la Basic Security Suite. La Basic Security Suite, c'est finalement les fonctionnalités de base que je vous ai montrées. La Total Security Suite va comprendre finalement, si je reviens sur la slide précédente, tous ces services de sécurité qui sont complémentaires, que je vais vous présenter après, et qui sont avancés, et que je vais vous présenter après, et qui ont vraiment une vraie utilité sur l'attaque de crypto. L'avantage aussi de prendre la Total Security Suite, c'est que si WatchGuard demain intégrera d'autres nouveautés, d'autres solutions, elles seront intégrées dans toutes les Total Security Suite. Donc ça, c'est vraiment une vraie valeur et une vraie force de la Total Security Suite, c'est vraiment d'avoir tous les services de sécurité. Ces services de sécurité avancés sont essentiellement composés de APT blocker ou APT protection, qui est la gestion que je vais vous expliquer après, qui permet de lutter contre le chiffrement et les cryptolockers. L'intelligent AV, qui serait un antivirus avancé avec de l'intelligence artificielle. TDR, qui serait une gestion une analyse comportementale, donc de programmes, et notamment de programmes qui généreraient du chiffrement de données. DNS Watch, qui est l'analyse de liens URL. Access Portal, on ne va pas trop en parler dans ce webinaire. Par contre, on va après parler de la seule finalement option à tout ça qui ne serait pas inclus dans la Total Security Suite, qui est la gestion de l'authentification multifacteur. Alors, APT Blocker. APT Blocker, ce serait quoi? C'est une protection anti-ransomware qui fonctionne avec l'antivirus de passerelle. Et donc, comment ça marche APT? Si je peux vous faire une analyse, donc ça marche avec une sandbox. Alors, une sandbox, c'est quoi? Vous recevez un colis suspect. En fait, la sandbox, donc WatchGuard ne le connaît pas, il est inconnu. Donc, votre firewall va l'envoyer dans une sandbox. La sandbox, ce serait une pièce anti-explosion dans laquelle on va ouvrir le colis piégé. Si ça explose, il n'y aura pas de risque puisque ça explose dans une pièce à part et qu'il n'y aura pas de dégâts. Et si ça explose pas, on l'envoie au destinataire. Donc, ce serait un programme qu'on téléchargerait sur Internet qui serait inconnu. Et donc, WatchGuard va l'exécuter à part. Et s'il est de confiance, il va le restituer à la personne qui l'a téléchargé. Sinon, il va le bloquer. Il va dire, et on va voir dans les logs que ça va être bloqué par APT Blocker. Donc ça, c'est une fonctionnalité qui est rapide à mettre en place et qui est vraiment utile pour la lutte contre les ransomware. Le second outil proposé par WatchGuard, c'est l'agent TDR, donc Threat Detection and Response. Ça, c'est un agent qu'on va installer sur les postes et qui va faire le lien avec le firewall. Et en fait, ils vont discuter et analyser le comportement de programmes qui seraient malveillants. Et dès lors que l'agent détecte un programme qui serait, par exemple, en train de modifier 10 000 fichiers à la minute ou à la seconde, ce qui est humainement impossible, c'est que potentiellement, on a un programme qui est en train de chiffrer le disque dur. Donc, il va l'isoler et arrêter le programme. De la même manière, si le firewall s'aperçoit d'une discussion et d'un téléchargement, par exemple, d'une clé de chiffrement, il va dire à l'agent quel programme fait ça. Donc, l'agent sur le PC va être capable d'identifier le programme qui serait en train de chiffrer ou de télécharger une clé de chiffrement et va bloquer le programme. Donc, l'idée, c'est d'isoler et d'isoler l'impact d'une attaque. Et si si une attaque commence à se propager, c'est de l'arrêter au plus vite. L'Intelligent AV, c'est quelque chose qui va fonctionner un peu comme nos achats sur Amazon finalement. Quand vous achetez sur Amazon,
Amazon analyse un peu votre comportement, le compare avec des personnes qui offraient les mêmes achats que vous et vous propose des produits finalement qui pourraient vous intéresser. Et bien, Intelligent AV va faire pareil. Il va identifier des menaces, la comparer à des menaces qui ressembleraient. Et du coup, avec ça, il va pouvoir prédire le comportement de fichiers inconnus, des fichiers qu'il ne connaîtrait pas, mais dont le comportement semblerait correspondre à d'autres menaces déjà identifiées et pouvoir bloquer ces menaces. Donc ça intervient encore dans le trafic web ou dans le téléchargement de pièces jointes par mail, tout ce qui passerait en fait par votre firewall et serait bloqué. La dernière fonctionnalité dont on voulait parler, c'est DNS Watch. DNS Watch, c'est de l'analyse de requêtes DNS. Donc, ce serait un petit peu comme si vous partez en voyage et que vous serez obligé de passer par l'ambassade. Et bien, l'ambassade va vous dire ces endroits sont de confiance, ces endroits ne sont pas de confiance, il ne faut pas y aller. Et bien, DNS Watch fait pareil. Il analyse les requêtes DNS et il dit OK, ça vous pouvez y accéder. Ça, attention, vous ne pouvez pas y accéder. Et en fait, il va proposer finalement du contenu ou bloquer vos requêtes DNS avec une vidéo et vous dire voilà pourquoi il ne faut pas aller sur ce site-là parce que c'est du phishing. Donc ça, c'est de la protection anti-hameçonnage, anti-phishing qui ressemblerait un petit peu à ce que vous avez sur Microsoft Defender for Office 365, mais qui intégrerait la navigation web et donc aussi l'ouverture de liens de phishing depuis des adresses perso. Donc voilà un exemple de message de sites bloqués par DNS Watch. Donc ça, c'est vraiment, voilà, on analyse les requêtes DNS, les liens sur lesquels vous cliquez, et on les bloque si ils sont catégorisés comme étant du phishing. Ces fonctionnalités-là donc, sont présentes dans les WatchGuard. Maintenant, on les installe par défaut. Pour les clients qui les avaient et pour lesquels ça n'avait pas été déployé, on met en place les moyens pour le déployer. Ça a un impact, il faut aussi le comprendre, donc ça prend du temps de les installer. On va aussi faire beaucoup de tests avec les utilisateurs parce que, par exemple, pour toutes ces fonctionnalités, il faut faire du déchiffrement HTTPS et on sait qu'il y a certains sites comme les banques pour les comptables ou les systèmes de virement ne prennent pas ces technologies en compte, les bloquent. Et du coup, il y a toute une phase de debug qu'on va faire avec les utilisateurs pour mettre des exceptions et pour que finalement, il y ait très peu d'impact pour vous, pour l'utilisation de tous ces, de la navigation Internet et tout ça. Donc, il y a une vraie phase de mise en place qui peut parfois générer quelques effets de bord, mais voilà, c'est une fois que c'est en place, c'est un vrai intérêt et c'est une vraie valeur ajoutée pour la lutte contre les ransomware qui, encore une fois, se propage de plus en plus depuis la période qu'on connaît tous. Le dernier point qu'on voulait aborder dans ce webinaire, finalement, c'était comment on sécuriserait les accès à ces données depuis l'extérieur et comment on lutterait contre le vol de mots de passe ou d'identifiants, que ce soit par des personnes externes, mais ça peut être aussi en interne, et le fait d'usurper l'identité d'un collègue. Il y a une base qu'on aime rappeler toujours, c'est les mots de passe, les mots de passe, les mots de passe. On préconise d'avoir des mots de passe forts qui soient assez longs, qui soient assez complexes et pour lesquels on changerait 2 fois par an au minimum. C'est vraiment important aujourd'hui et c'est primordial de mettre en place une politique de mots de passe dans vos entreprises, de les changer, qui est aussi une notion d'antériorité qu'on ne puisse pas remettre le même mot de passe qu'avant. C'est vraiment important et je vous invite à le faire et je vous invite même à le faire sur vos plateformes personnelles. Changer de mot de passe, utiliser un gestionnaire, un coffre-fort, mais changer les mots de passe autant que vous pouvez, c'est vraiment important. Et avec ça, on va intégrer de l'authentification multifacteur. L'authentification multifacteur, c'est le fait de confirmer par une autre manière qu'un mot de passe, de confirmer l'identité et de dire oui, c'est moi qui me connecte à ce moment-là depuis telle position. L'authentification multifacteur pour qui finalement? Pour les utilisateurs nomades, quels qu'ils soient, et que ce soit des nomades, des purs nomades, des gens qui seraient extérieurs à votre siège, ou des gens qui seraient en télétravail, puisqu'aujourd'hui, vous avez fourni des PC portables et vous avez des utilisateurs en télétravail. Donc pour eux aussi, ils se connectent depuis l'extérieur sur des réseaux que vous ne maîtrisez pas. Parfois même, ça va leur arriver depuis des PC perso, donc des PC que vous ne maîtrisez pas, pour lesquels vous n'avez pas installé d'antivirus, vous n'en connaissez pas l'usage.
Donc, c'est important de confirmer sa connexion dès lors qu'on est sorti de l'entreprise finalement. WatchGuard.Point, c'est la solution de WatchGuard d'authentification multifacteur. C'est celle qu'on utilise chez Axon, qui fonctionne bien. Chez Axon, aujourd'hui, tous nos outils, toutes nos plateformes sont authentifiées au minimum 2 fois. Toutes les plateformes, finalement, sont sur WatchGuard.Point et on est obligé de s'authentifier 2 fois dès lors qu'on sort des sites d'Axon. Donc, vous allez avoir des tokens logiciels sur votre smartphone. Donc, ça nécessite quand même d'installer une application sur son smartphone. Vous avez 2 types d'authentification multifacteur. Soit vos applications sont compatibles avec les notifications push. Donc, c'est quoi? C'est un message et vous confirmez oui, c'est moi, non, c'est pas moi. C'est ça la notification push. Ou alors des OTP, One Time Password. Vous avez sur l'application WatchGuard.Point des mots de passe pour chaque application que vous allez renseigner dans WatchGuard.Point qui changent toutes les minutes. Et vous allez rentrer votre login, votre mot de passe et le code temporaire qui change toutes les minutes. Voilà. Donc, c'est compatible sur toutes les plateformes, enfin sur toutes les plateformes Windows et Mac, Android, iPhone. Vous pouvez installer l'application et vous pouvez authentifier 2 fois vos applications. Un exemple d'application qui sera compatible finalement avec WatchGuard.Point. G Suite, Salesforce, Office 365 bien sûr, Dropbox. Donc ça fonctionne avec WatchGuard.Point. Office 365 va fonctionner avec le notification push, là où un Dropbox va plutôt fonctionner avec du one-time password. Mais au final, l'action reste la même. Il faudra s'authentifier 2 fois et confirmer son authentification quand on se connecte depuis l'extérieur ou depuis un PC sur lequel on n'a pas l'habitude de se connecter finalement. Le VPN WatchGuard, forcément, fonctionne aussi en authentification multifacteur et finalement, c'était la porte d'entrée aussi la plus utilisée par vos utilisateurs avec les mails. Donc, c'est aussi important de l'authentifier plusieurs fois. Et pas RDS, mais Remote App fonctionne avec WatchGuard.Point. Donc, c'est pour ça que j'ai mis le login Remote App. Pour l'instant, RDS ne fonctionne pas avec WatchGuard.Point, mais le Remote App fonctionne. En pratique, ça donne quoi? Ici, on a accès à notre plateforme de documentation qui s'appelle IT Glue. Quand on se connecte sur IT Glue, on est redirigé vers une page WatchGuard qui nous demande de rentrer nom d'utilisateur ou adresse mail et le mot de passe. Et donc, nous, on a fait une liaison AD finalement. On connecte son compte AD, on confirme sa connexion et puis ensuite, on peut se connecter à nos outils. Je vais vous faire une petite démonstration du produit, très rapide et très simple, mais que vous compreniez bien à quoi ça fonctionne, enfin, comment ça marche, pardon, et à quoi ça sert. J'ai ici j'ai ici un PC qui n'est pas connecté au réseau d'Axon et sur lequel je vais lancer le VPN pour me connecter à mon serveur de fichiers chez Axon. Donc, j'ai mis mon login AD, j'ai mis mon mot de passe. Voilà. Tac, tac, tac. Sur mon téléphone, je vais avoir une petite notification qui me dit « Voulez-vous autoriser à prouver la connexion ?» Je vais l'approuver. Voilà. Et donc, j'ai mon VPN qui se connecte. Ça prend parfois un petit peu de temps selon le réseau que vous avez. Là, je suis en 4G, donc c'est un petit peu long. Et normalement, il va nous attribuer une adresse IP virtuelle et on va pouvoir se connecter à notre VPN. Donc voilà comment fonctionne WatchGuard.Point pour les notifications de push finalement. Et donc c'est une sécurité, c'est la sécurité finalement qui vous permet de vérifier l'identité de ceux qui se connectent sur votre réseau et de prouver que c'est bien vous. Donc aujourd'hui c'est dans l'air du temps et c'est vraiment important, encore une fois, avec le télétravail, je le répète, c'est vraiment quelque chose qui est important de protéger l'accès à ces données autrement que par un login et un mot de passe. Je vais juste vous montrer un dernier usage de WatchGuard.Point donc, sur la plateforme Sophos, puisque Sophos ne permet pas de faire du push, mais on va faire du one-time password. Donc là, j'ai mon login et mon mot de passe sur la plateforme Sophos. Je vais m'y connecter.
Sophos va me demander de prouver que finalement, c'est bien moi qui me connecte. Hop. Alors, ça prend un petit peu de temps. Voilà. Je vais choisir une autre méthode que l'email comme authentification. Je vais choisir mon token. Et là, il va me demander mon code de sécurité. Et je vais renseigner le code qui change toutes les minutes. Voilà. Donc, vous pouvez essayer de vous faire passer pour moi, mais vous n'y arriverez pas puisque dans une minute, le code aura changé. Et là, je vais me connecter sur ma plateforme Sophos. On avait un petit dernier conseil finalement à vous donner sur l'authentification multifacteur. C'était de l'activer partout où vous pouvez l'activer. Par exemple, vous allez avoir des utilisateurs qui vont vous dire, moi, j'ai pas de PC, de téléphone portable professionnel. J'ai pas envie d'installer WatchGuard, c'est une application pro sur mon téléphone perso, j'ai pas envie de l'utiliser. Et là, ce à quoi vous pouvez répondre, en fait, Hotpoint, vous pouvez l'utiliser pour Facebook, vous pouvez l'utiliser pour Google, vous pouvez aller pouvoir l'utiliser pour tous vos réseaux sociaux, LinkedIn. Les sites de banque ne seront pas compatibles Hotpoint, mais vous proposent l'authentification multifacteur, et encore une fois, je vous le conseille, pour identifier vos achats, authentifier vos achats, pour authentifier vos connexions à la banque, c'est important. PayPal aussi, c'est important finalement de l'authentifier plusieurs fois, puisque il y a une notion d'argent et vous avez rentré vos identifiants bancaires, donc c'est aussi des sites qu'il est important de protéger. Aujourd'hui, tout le monde propose l'authentification multifacteur, donc dès lors que vous voulez l'activer, on vous conseille vivement de l'activer. Et encore une fois, c'est aussi des applications que vous consultez sur des PC professionnels. Donc c'est toujours bien de l'activer quand vous le pouvez. La dernière chose, c'est si vraiment vos utilisateurs sont contre installer une application sur son smartphone, WatchGuard propose des tokens physiques, donc c'est des codes qui changent toutes les minutes, avec une clé comme on a pu le connaître pour d'autres applications, notamment les banques à l'époque. Le problème des tokens physiques, c'est qu'ils vont les ranger finalement avec leur PC portable. Et s'ils perdent leur PC, ils perdent leur token avec. Donc là, la sécurité, finalement, ça perd un peu de son intérêt. Donc, on conseille smartphone essentiellement pour authentifier ces connexions. Voilà. Eh bien, merci à tous. Je vous souhaite une très bonne journée et je vous dis à bientôt tout le monde. Merci beaucoup en tout cas.